Du coup, moi, je m'intéresse à ce que c'est que ce fameux unschooling, parce que c'est un terme qu'on retrouve un peu dans tous les pays et qu'on ne traduit pas forcément. Et alors, j'ai envie de m'inspirer un peu de tout ce qui a été dit hier. Et le unschooling est mis dans la case du homeschooling, alors que je pense que c'est juste une question de l'égalité. En tout cas, en France, si on ne va pas à l'école, on est en instruction en famille. Du coup, on est censé déclarer à la mairie, à l'inspection d'académie, qu'on instruit les enfants en famille. Alors, la majorité des non-scolarisants remplissent ce petit papier, mais il y a aussi ceux qui trichent sans honte, pour reprendre les termes de Bernard, et qui ne déclarent pas. Voilà, du coup, je voulais revenir là-dessus parce que finalement, on se rend compte que les apprentissages informels dont on parle, déjà les apprentissages informels, avec l'idée que le unschooling, c'est des apprentissages informels, alors que finalement, les apprentissages informels, comme les disait Bernard, c'est partout, c'est aussi à l'école, même à l'école classique et traditionnelle. Seulement, on ne fait pas les mêmes apprentissages quand on est obligé d'aller à l'école et suivre un enseignement, avoir un emploi du temps imposé, un programme, des horaires, et ou si on vit librement chez soi, dans sa ville, dans son quartier, où qu'on a la possibilité d'aller dans un lieu ouvert et vivant. Du coup, dans d'autres sociétés où les apprentissages ne sont pas formalisés, on n'appelle pas ça du unschooling. Du coup, je me demande pourquoi c'est la même chose finalement. On a l'idée que le jeu libre, les apprentissages informels sont suffisants pour devenir un adulte accompli dans une société donnée. Du coup, pourquoi chez nous, dans nos sociétés occidentales ou occidentalisées, capitalistes, productivistes, patriarcales, on appelle ça du unschooling? Alors j'ai l'impression que finalement, donc c'est unschooling, donc ce qui n'est pas l'école. Et finalement, on appelle ça comme ça parce que c'est une lorgnette sur lequel, qui permet de regarder, de désigner quelque chose qui n'est pas nécessairement lié aux apprentissages. C'est simplement parce qu'on est obligé de se positionner par rapport à quelque chose qui est la norme, qui domine, qu'on est du unschooling. Alors que finalement, quand on observe les unschoolers, on se rend compte que c'est bien plus large que ça. Il y a une philosophie, des pratiques communes que je pense écologistes, oui, ok, écolo, voilà. Cette question d'apprentissage, du coup, j'ai commencé à écrire là-dessus parce que c'est la question qu'on nous pose, mais comment on fait en unschooling, comment est-ce qu'on apprend, tout ça, pour montrer en fait que c'est pas un mode d'instruction, le unschooling. On le présente comme un mode d'instruction parce que la société dans laquelle on vit nous oblige à nous positionner en dehors de l'école parce que l'école ne convient pas. Mais c'est un mode d'être et de vie, un mode de vie et un mode d'être qui, selon moi, selon les familles que j'écoute, la constante que je retrouve, c'est que c'est une attitude qui vise à sortir de la domination du point de vue du dominant. Donc en tant qu'adulte, dans nos sociétés, on est des dominants et on peut refuser, si vous voulez, de conserver ce pouvoir arbitraire et abusif qu'on a sur des êtres aujourd'hui. Donc, le unschooling, c'est pas seulement ne pas imposer d'enseignement, de programme ou d'horaire, mais c'est simplement vivre ensemble librement. Et c'est d'abord un travail sur soi. C'est un travail sur soi. Et ce travail sur soi, c'est se déscolariser. Parce que la plupart d'entre nous avons été scolarisés. Et on est obligé de déconstruire et de réapprendre à vivre autrement qu'avec le prisme scolaire. En fait, le terme unschooling, ça dénonce simplement le scolarocentrisme de nos sociétés. Voilà, mais pas une façon d'apprendre. C'est juste qu'on dénonce, finalement explicitement, j'allais dire implicitement, mais non, explicitement avec ce terme, que ce monde-là, c'est pas
ni physiologique ni biologique, on n'en veut pas et on fait autrement. Et du coup, en fait, ma question première, c'était mais le unschooling. J'ai remarqué que en fait, plus les gens étaient dans le unschooling et plus le unschooling était radical, hein, c'est un mot que j'aime bien, plus le souci écologique des personnes était fort. Je me suis dit, bah mince, le unschooling, finalement, c'est une pratique écologique comme une autre, ou une philosophie écologique, et j'ai un petit peu creusé là-dedans. Alors, je vais essayer de faire court, parce que quand je commence à parler, puis il y a Bernadette, excuse-moi Bernadette, j'avais l'idée, en fait, je déroule juste ma pensée pour comprendre pourquoi est-ce que le unschooling, c'est écologique, parce que finalement, l'écologie, c'est l'étude des relations entre des êtres hétérogènes. Et quand on étudie ces relations, comme le disait Bernard, on se rend compte que c'est des interrelations tout le temps, partout, qu'elles sont super importantes, que la diversité permet la résilience et permet de tenir ce tout. Et du coup, quand on se rend compte de ça, si on devient écologiste, on va prendre soin des relations, parce que si on casse ces relations, si on n'a plus nos abeilles là, comment on vit? Si on casse ces relations. Donc, c'est prendre soin des relations. Alors, si on est écolo et qu'on se pense maître et possesseur de la nature, comme Descartes le disait, et qu'on se pense en dehors de la nature, alors on va prendre soin de l'environnement. Et c'est ça, être écolo. Mais non, être écolo, c'est pas ça. C'est comprendre que nous, humains, on est aussi des animaux, qu'on appartient à cet environnement, qu'on est en son sein, et que du coup, prendre soin des relations, c'est prendre soin des relations aux autres, à l'environnement, les arbres, voilà, et à soi-même. Et du coup, prendre soin des relations qu'on a avec ces enfants, ces jeunes personnes ou ces vieilles personnes, enfin, les nous, quoi. Voilà. Et du coup, c'est vivre ensemble et en prenant soin des relations, en sortant de la domination, non pas du point de vue du dominé, mais du point de vue du dominant. Parce que je considère que, et c'est pour ça aussi que je parle d'écoféminisme dans mon ouvrage, parce qu'on ne peut pas, selon moi, vouloir ne pas être dominé tout en acceptant de dominer les autres. Ça me semble complètement illogique. Et du coup, si on ne veut pas être dominé par, nous, en tant que femmes, par les hommes, excusez-moi, je fais des grosses catégories, on ne peut pas vouloir devenir... aller sur le modèle de l'homme blanc, dominateur de la nature, de tout, et puis se dire, ah bah ça va, tout va bien, mais en fait, notre modèle productiviste, capitaliste, tout ça, on domine les autres, les femmes du Sud, les hommes du Sud, et puis aussi les enfants. Voilà. Donc, le unschooling, c'est beaucoup plus que l'apprentissage. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer, tout en essayant en fait de déconstruire aussi les a priori. Donc je déconstruis les a priori, pas de l'instruction en famille et du homeschooling, que je ne défends absolument pas, mais il n'y a pas besoin d'être riche, parce que c'était le comment, la question du how hier, c'était, il n'y a pas besoin d'être riche, il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme, il n'y a pas besoin, il faut vivre. Oui. Voilà, vivre et reprendre conscience de soi, de ce qu'on peut faire nous-mêmes. Et puis, vu que, sans spoiler Jean-Pierre après, on enseigne qui on est, à partir du moment où on vit pour nous-mêmes, où on vit de nos passions, où on cherche à ne pas dominer et on cherche à s'émanciper si toutefois on est dominé, alors à ce moment-là, il n'y a pas plus en fait à faire, il y a juste à être soi-même. Oui, excusez-moi. Alors, c'est pas tant sur le unschooling. Vous m'entendez bien là? On voit ta silhouette. C'est pas grave. C'est pas tant le unschooling uniquement, mais déjà le fait de ne pas scolariser ses enfants, pour moi, je pense que c'est quasiment un acte subversif que nous faisons, les familles, et cela induit en fait une remise en question de la société. Bon, ça a été déjà un petit peu amorcé par ce qu'a dit Mélissa, ce qu'a dit Bernard, et puis un intervenant qui s'interrogeait aussi sur la remise en question du travail. Puisqu'effectivement, notre société est complètement conçue par la norme école qui va nous préparer à la norme travail. Et donc, quand on refuse l'école telle qu'elle est, indirectement, on en arrive à refuser le travail tel qu'il est, mais ça aussi, Mélissa en a parlé.
Ce que je trouve important, c'est que quand on est un parent non sco, eh bien, on met ses actes en adéquation avec son discours, et donc la force de modèle que nous avons pour nos enfants, elle est bien réelle. On n'est pas là juste à se plaindre du système, mais on invente un autre système, et c'est important parce que nous sommes les premiers modèles de nos enfants, que nous le voulions ou pas. Donc, les enfants auront le modèle de quelqu'un qui assume ses choix, qui fait des choix d'abord et qui les assume et qui invente un autre futur. Ça, je pense, extrêmement important. Donc, ça lui donnera le sens de la responsabilité, puisque nous assumons la responsabilité que l'État, du coup, nous laisse d'assurer l'instruction de nos enfants, même si l'État ne voit que le côté instruction, et alors que, comme dit Mélissa, ça va beaucoup plus loin. Et donc j'espère, enfin je pense, en tout cas quand je regarde aussi bien mes enfants que les autres grands que je connais, que nous faisons des enfants parfaitement autonomes et responsables. Sur le plan pédagogique, ce qui est quand même extrêmement important, c'est tout le temps que nous prenons, et c'est aussi bien au-delà de la pédagogie, c'est-à-dire que nous vivons avec nos enfants. Nous savons tous que la grande faucheuse peut passer du jour au lendemain, et que donc c'est extrêmement important de savourer toutes ces minutes, toutes ces heures, ces journées, ces années avec nos enfants, parce que ça c'est pas rattrapable autrement. Donc ça nous fait des enfants effectivement qui savent apprendre, bon ça sous l'aspect pédagogique vous le connaissez, qui approfondissent les choses, qui prennent le temps, qui sont adaptables, enfin qui savent s'adapter à plein de choses, qui sont ouverts sur le monde, puisque très souvent les familles non-sco sont très investies dans le tissu associatif, les collectifs, le bénévolat. Donc un autre rapport à l'argent, de pas toujours faire un travail reconnu en termes capitalistes, enfin, parce qu'on ne reconnaît pas le travail en termes d'utilité sociale, ou alors les éboueurs dans notre société de consommation devraient avoir des salaires dits de patrons du CAC 40. Ce n'est pas le cas. Vous le savez bien. Moi, la chose en ce moment qui m'interpelle beaucoup, c'est le nombre de films qui sort sur l'école, enfin sur les écoles autrement. On parle beaucoup de Communauté folle, de Judith Rambach. Il y a L'élève et le maître qui vient de sortir. Enfin, il y a plein de choses qui sortent. Tout ça est très gentil, mais en fait, quand on regarde ces enfants qui ont l'air contents de pouvoir décider quels devoirs ils vont faire, ou ces enseignants qui sont très fiers de laisser un peu d'autonomie aux enfants, je trouve que, ou ces chercheurs ou penseurs qui parlent d'innovation, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui viennent de la non-sco. Et je m'étonne que des familles qui pratiquent cela depuis des décennies soient, pour certaines d'entre elles, convoquées au tribunal, signalées aux services sociaux, menacées qu'on leur retire leurs enfants, et quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit, ça paraît le mec le plus ultra. Donc là, j'avoue que moi, ça me dérange beaucoup, cette mode comme ça. Et j'aimerais bien qu'on rende à César ce qui revient à César, à savoir César non-sco. Pour revenir aussi sur ce que je disais de la non-sco, et je crois que c'est aussi une des raisons pour lesquelles le gouvernement est si dérangé, au moins le précédent, parce que ce sera celui-là, par l'augmentation du nombre de non-sco, c'est que ça fait des adultes, avant déjà des enfants et des adolescents, qui ont une liberté intérieure très forte et qui n'ont pas de plafond de verre, parce qu'ils ne sont pas habitués à être jugés à l'aune pas d'un cahier vide, comme racontait Bernard, mais justement d'un cahier plein de notes et d'annotations. Et donc, eux, ils sont plutôt effectivement cahier vide, donc ils sont libres. Et ces enfants-là resteront des adultes libres, je pense, parce que c'est tellement fort et donc pas malléable. Je crois que c'est là où ça gêne vraiment le gouvernement. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, ça fait des arbres bien plantés. Vous savez, quand vous plantez un arbre, vous mettez d'abord un tuteur, et puis après un jour, il se débrouille tout seul. Hein, alors, je vais parler de rhizome, Mélissa va être contente, mais je suis en train de lire ce livre de Peter Wohlleben, vous savez qu'un nom tellement adéquat, sur les arbres, qui explique comment toutes les racines entre elles, sous la terre, s'entraident. Enfin, c'est fabuleux tout ce monde d'arbres, les champignons, etc. Et c'est un petit peu la structure des associations non-sco. Il y a beaucoup d'entraide aussi entre les non-sco comme ça, qui se voient pas toujours, mais souterraines, c'est une grande famille. Enfin, moi, mes filles, quand elles ont quelque chose, elles me disent « Maman, tu poses sur les listes, là ?» C'est un peu une deuxième famille. Donc voilà, ce qui m'interpelle aussi, c'est que je me demande toutes ces générations d'enfants non-sco, quand ils seront adultes, ce qu'ils vont faire. Alors on a l'exemple effectivement d'André Stern, très médiatisé, qui ne scolarise pas son propre enfant, mais il y en a plein d'autres. Donc ça va être vraiment intéressant d'observer tout ça.
Et moi, j'aimerais vraiment bien qu'on l'observe avec un autre œil, la non-sco, à travers le prisme de l'école qui me semble complètement déformant et totalement vide. La non-sco, c'est autre chose que la non-école et je pense que ça va créer une société différente. J'espère bien. Voilà. J'aimerais apporter une réflexion supplémentaire que je dois à mon expérience des, disons, 20, 30 dernières années, à savoir que nous survalorisons l'école. L'école est une institution complètement caduque. Elle est complètement minée de l'intérieur. Il n'y a plus aucun argument étatique pour l'école. Et c'est uniquement par notre croyance que nous continuons à jouer ce jeu malsain de forcer nos filles et nos fils à aller à l'école. Or, mon expérience, c'est que l'État, les autorités nationales, les autorités de l'éducation nationale, les autorités écoles, etc., sont absolument impuissantes lorsque des parents et des concernés, des filles et des fils, disent clairement non. C'est là l'aspect éthique sur lequel je veux attirer l'attention, parce que ça, c'est important. On doit cesser de valoriser la norme, de faire comme si la norme était normale. Non, la norme est complètement pathogène. Comme disait hier Francisca, elle est normopathique. Et donc, nous devons, dans notre tête, nous séparer de cette notion complètement folle, enfin complètement folle du 19e siècle, qui n'a rien à voir aujourd'hui. Ce que Bernard Collot nous a montré, merci, ce que Bernard Collot nous a montré, c'est justement cela, c'est de sortir de la normalisation normale et de dire il n'y a plus de système. Et je vous défie de trouver un inspecteur qui ensuite prendra la défense de l'école et prendra des mesures contre vous. Je vous assure qu'en Allemagne, et c'est encore un peu plus rude qu'au Luxembourg, je vous assure qu'en Allemagne, nous avons dans les dernières années eu des procès qui n'ont pas terminé comme les autorités scolaires le désiraient. Tout simplement parce qu'il s'agissait des fils et des filles qui disaient non. Et ça, c'est radical. Ça, c'est l'attitude dont je parle. Alors, quand je parle de unschooling, bon, c'est un terme que je n'aime pas parce que je n'aime pas non plus parler de non-fumeurs. Non-fumeurs, c'est comme si je disais les fumeurs sont la normalité. Est-ce que vous pouvez vous annoncer, s'il vous plaît, quand vous parlez, parce que je ne vous vois pas? Vous pouvez vous donner votre nom? On ne te voit pas non plus. Ah, bah oui, mais je ne peux rien faire, moi. Donc, je termine en disant, c'est la remise en question de la normalité, de la normalisation. Il s'agit, à mon avis, de cela. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter quand vous intervenez, parce que je ne vous vois pas? Juste dire votre nom. Oui, je m'en suis un peu doutée, mais bon, j'étais pas sûre. Non, on ne te voit pas non plus. Peut-être que pour défaire cette valorisation de l'école, on peut très bien dire que l'école réussit très bien sa mission qui, selon moi, est de produire des individus soumis, et puis plus ils sont soumis et qui comprennent ce qu'on attend d'eux, et ensuite ce sont les dominants, et l'école apprend à produire et à consommer. Je fais comme Bernard, je répète consommer. Et puis aussi, comme disait Eilish, à consommer le savoir aussi, à apprendre que le savoir se consomme et que c'est à l'école qu'on apprend. On apprend à l'école, qu'on apprend à l'école, etc. Et donc, c'est ça la déscolarisation, finalement, je crois. À mon avis, une des plus brillantes, des plus brillants exposés qui démontrent les raisons de l'école et comment l'école évolue, y compris toutes les réformes, elles peuvent se resituer dans cette défense de la société de consommation, de marché, de concurrence, etc., dans lequel nous nous trouvons. Donc, je vous signale, hein, parce que vous n'êtes pas loin, et Nico Hirt, alors H-I-R-T, qui d'ailleurs a une association qui s'appelle aussi l'École démocratique. J'ai pas de questions, mais ça m'emmène à une réflexion que je me suis faite à travers les lectures, les films, etc. En fait, j'ai remarqué que l'école aujourd'hui, elle ne convient plus non plus au système en place.
Et on a eu besoin de soldats. Ensuite, on a eu besoin d'ouvriers, ou peut-être un peu en même temps. Et aujourd'hui, c'est plus vraiment l'industrialisation comme avant. On a un peu plus besoin de gens qui sont créatifs, d'ingénieurs qui pensent un peu plus. Donc, le système en place est un peu dérangé parce que ce qu'il a produit lui convient plus. Et il a un peu besoin de trouver autre chose. Et j'ai remarqué que du coup, ils essayent de développer... ils se servent en fait de ce que nous, on voudrait utiliser pour ne plus dominer. On voudrait faire un nouveau système. Nous, le fait finalement de ne plus être dominant, de se rapprocher de notre état naturel, va finalement créer des gens qui sont peut-être plus créatifs. Et moi, j'ai un peu peur que j'ai l'impression que le système est en train de récupérer ça, mais pas du tout pour les mêmes raisons que ce qu'on évoque ici. Et je me méfie du coup énormément de certaines écoles. J'ai envie qu'on fasse attention à ça, à la manière dont ça peut être récupéré. Parce que finalement, le système actuel est quand même aussi en train de changer et va aussi aller peut-être vers plus de créatifs, mais en cherchant toujours la domination et le contrôle. Et le système a besoin de consommateurs. Oui, ce que je voudrais dire là, c'est que effectivement, la façon dont on fait et le système change, et il y a donc besoin de créatifs, et il y en a de plus en plus. Mais si tout le monde est créatif, ça va pas non plus. Par rapport au système, il faut garder ça à l'esprit. Donc le système classique là produit quand même toujours des gens qui vont être corvéables à merci. Alors il y a eu la chair à canon de la Première Guerre mondiale, il y a eu la chair à caddie, comme disait un jour un papa Nonsco à une rencontre. Moi, un de mes frères est prof de français histoire géo dans un lycée. Il a quitté la région parisienne, il est en province. Il m'expliquait le désert intellectuel de la région dans laquelle il est, et que ces gamins, en général, ils échouent, beaucoup échouent. Alors, je lui demandais ce qu'ils devenaient après. Il me dit, ils font des petits boulots pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et après, ils s'engagent dans l'armée. Et je me demande si, quelque part, c'est pas un peu provoquer ça aussi, vous voyez, parce que il y a plus la conscription obligatoire, il y a plus le service militaire, mais finalement ces jeunes ils y vont d'eux-mêmes dans l'armée et ils y vont avec la tête assez remplie de vide, donc prête pour être remplie d'autre chose, de ce qu'on voudrait y mettre. Et moi je trouve ça personnellement très très inquiétant. Ça me fait penser au film de Michael Moore sur le 11 septembre où on voit aussi l'armée qui recrutait parmi les populations défavorisées. Et là, c'est pas vraiment l'armée qui va chercher les jeunes en déshérence, mais on fait en sorte qu'ils y aillent tout seuls. Vous voyez ce que je veux dire? Personnellement, moi, je trouve ça glaçant. Pire qu'un roman de science-fiction. C'est un peu le meilleur des mondes, et sauf qu'on a intériorisé. Il n'y a pas besoin de faire les enfants dans les pipettes. Il n'y a pas besoin des bandes son là toute la nuit, vous voyez. Mais chacun sait quand même s'il a un gamma, un alpha, un bêta ou un alpha. Je voudrais réagir. Tu dis, on veut changer le système. Moi, personnellement, et toutes les familles avec qui je me suis entretenue pour ma recherche, à aucun moment, j'ai entendu quelqu'un qui parlait de vouloir changer le système. Et je pense que ça absolument cohérent avec la philosophie écologique qui le mettent en avant dans leur vie, dans leurs actes et dans leurs paroles. Parce que changer le système, ça voudrait dire soit renverser la domination, soit la décaler. Alors que là, il ne s'agit pas de... Souvent, on pose la question, oui, mais alors comment tu veux faire ça pour tout le monde ? Il n'y a pas pour tout le monde, en fait, puisque c'est un travail sur soi, c'est réacquérir sa propre liberté, son pouvoir d'agir et ne pas empêcher autrui de faire de même. C'est simplement ça, et du coup, il n'y a pas de système. Et d'ailleurs, le unschooling, donc ce qu'il implique, n'est pas un modèle. Il n'y a que des exemples au sens de façon, de diversité d'être, pas au sens des exemples qu'il faudrait copier. Mais simplement des... Voilà. Mais c'est la notion de système et pas... Parce qu'il y a les systèmes vivants. Enfin, pour moi, dans la nature, il y a des systèmes... oui, ça dépend ce qu'on met derrière. Mais je suis d'accord avec toi. Mais par contre, dans le système politique et économique, c'est quand même un système qui évolue aussi. Et à ce niveau-là, il cherche à être changé. Parce que les besoins ne sont plus remplis. Mais pour moi, le changement ne se fait pas par décret. En fait, j'ai peur des faux amis, c'est ça.
Ça fait bien lien avec ce que je voulais amener. Enfin, c'est un petit peu pour nuancer les choses, dans le sens où parfois j'ai l'impression qu'en voulant changer le système, s'opposer, etc., on va aussi oublier l'être humain, le jeune être humain qui est en face de nous et qui peut-être a d'autres envies que nous-mêmes. Parce que voilà, j'ai rencontré. Alors attendez, j'ai rencontré plusieurs familles unsco, etc., où on peut avoir envie de. Excusez-moi, je suis un peu stressée de parler en public, mais enfin voilà, ce qui m'est venu tout à l'heure quand on parlait, le gouvernement il fait ci, il fait ça exprès. Je pense que les choses sont un peu plus nuancées. J'ai rencontré un inspecteur qui m'avait raconté, parce que j'ai été étonnée de découvrir que voilà, dans ma région où le réseau unsco est très actif, où il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de rencontres, eux, du côté de l'inspection, ce qu'ils constatent, c'est qu'il y a une explosion de la non-scolarisation, et donc c'est pas du tout en fait des réseaux qui actifs tels les unscholars dont on parle ici, mais aussi des tentatives d'endoctrinement aussi des enfants, et que c'est aussi une réalité qu'il y a aussi, sous couvert de unschooling, des gens qui veulent influencer très fortement leurs enfants. Et voilà, c'était juste un message pour nuancer, et je suis contente que vous parliez de cette histoire de ne pas créer un nouveau système de domination, mais bien avoir toujours en tête que je suis un être humain, et mais l'enfant qui est en face de moi, le jeune, est un être humain aussi, et accepter qu'il puisse avoir des convictions complètement différentes des miennes. Je pense qu'on peut même changer le « en face », parce que je vois pas pourquoi on est en face d'un enfant. En fait, on est avec. Et peut-être que rien que de changer ça, c'est exactement ce qui se passe là, hein, le en face. Moi, je suis assez mal à l'aise parce que je suis en face et que j'aime bien être en cercle et que j'aime les conférences. C'est ce que disait Bernard par rapport à tout à l'heure où il était mal à l'aise. C'est un petit peu pareil pour moi. Et oui, changer cette idée, même dans la parentalité, parce que moi, je travaille sur la parentalité, où qu'est-ce que ça fait finalement d'avoir son enfant qui naît dans notre société où les femmes se retrouvent seules avec leur enfant en face à face, où elles n'ont plus d'activité sociale, où elles se disent faut vraiment que je reprenne le boulot parce que c'est insupportable, alors que on peut faire autrement avec son bébé en portage, comme on l'a vu hier, devant, mais du coup il n'est plus en face, il est avec nous ou sur le côté ou au dos, et vivre en société avec les autres, et du coup on n'est plus en face, on est avec, et ça change tout. Je pense que c'est parce qu'on est en face qu'on a envie. Hier, j'entendais dire, oui, je fais pas assez de choses pour être en unschooling. Effectivement, en fait, quand en tant qu'adulte, on n'a pas de projet, on n'a pas d'activité pour nous-mêmes, de passion, où on n'est pas en train de s'auto-activer, alors dans ces cas-là, on va avoir tendance à aller voir chez notre enfant qu'est-ce qu'il faudrait que lui il fasse pour devenir bien, tout ça. Alors que si on s'occupe, il s'occupe probablement, il fait sa vie, quoi. Laissez-moi poser la question, s'il vous plaît. Quel est le problème que vous auriez, mesdames, messieurs, avec l'ignorance ? L'ignorance, le non-savoir. Imaginez, vous ne savez pas. Quel est le problème ? Si vous êtes dans une situation de non-scolarisation, vous êtes votre vie durant ouverte à tout ce qui vous intéresse. L'ignorance, c'est la base même du savoir, de la connaissance, de la découverte. C'est donc pas un problème, l'ignorance. C'est un problème pour l'éducation nationale, c'est un problème pour les inspecteurs, pour l'école. Mais ce n'est pas un problème pour la personne, bien au contraire. Donc, je plaide pour l'ignorance, car l'ignorance, c'est la base même de la découverte créative et humaine, éthique donc. Du coup, j'ai une question ici. Du coup, moi, ma réflexion, elle est plus que là, on est plutôt entre convaincus du fait qu'il faut s'affirmer dans nos convictions, et le changement qu'on veut voir, il faut le vivre, être voilà, ces parents qui laissent nos enfants à côté de nous vivre leur vie, par exemple. Mais je me rends compte dans ma vie de tous les jours que c'est compliqué d'être cette personne-là qui a envie d'être le changement auquel elle adhère, au milieu de tous ces autres gens qui ne sont pas en train de réfléchir de la même manière, ne se remettent pas en question, vivent la norme comme l'idéal, vivent leur quotidien comme ça. Et je me demande comment est-ce qu'on fait pour avoir cette confiance, pour continuer de le vivre comme ça quand on est plein de doutes au quotidien, quand on se confronte à ces gens qui ne nous laissent pas faire ce qu'on veut. Voilà, même si on veut laisser les enfants libres, que ce soit entre les murs d'un bâtiment, comme dans une école démocratique, ou dans leur vie simplement, on est toujours confronté, en tout cas en France, à ces inspecteurs qui nous disent qu'il y a un programme à suivre et des cycles, et que même s'il y a que l'enfant doit être libre de son apprentissage, ils nous cherchent en fait, ils nous remettent toujours à notre place. On est toujours confronté à ses voisins ou ses familles, ou juste
tout ce monde qui va à l'école et qui ne pense que par l'école. Et voilà, comment on fait, nous, aujourd'hui ici, pour aller plus loin dans tout ça, enfin... Ouais, mais c'est pas non plus s'exclure du monde. On voudrait être dans le monde, et le monde, c'est aussi tout le reste. Enfin, le monde, c'est... Alors, Bernadette, moi je peux répondre, mais tu veux parler, Bernadette? Ouais, bah, vas-y, puis après je compléterai. Alors, moi, je peux pas Mélissa. dire pour on, mais je peux dire ce que moi j'ai fait et parler de mon cheminement. Je pourrais parler des autres familles avec qui je m'entretiens, mais pardon. À mon avis, pour moi en tout cas, ça a été les rencontres, parce que de rencontrer, d'intégrer les réseaux non-SCO et surtout de familles qui sont loin dans leur cheminement par rapport à ce travail sur elles-mêmes qui vise à sortir de la domination. Les rencontres nationales, enfin en tout cas en France, donc sur une semaine, c'est voilà, les colloques comme ça où on entend d'autres personnes qui différemment disent beaucoup de choses similaires et qui, moi, me remettent de la joie au cœur en me disant ah oui, je continue ma confiance en moi. Et oui, le positionnement. Parce que plus j'ai confiance en moi, je vois bien, ça a grandi depuis 10 ans, la confiance en moi grandit. Et par rapport aux inspecteurs, donc moi, je suis quelqu'un qui déclare. Je connais plein de gens qui ne déclarent pas parce qu'ils ne veulent pas avoir affaire à ça. Et moi, j'avais décidé de traduire en me disant... Ils ne comprennent pas ce qu'on fait, ils n'ont pas idée, ils sont dans le modèle scolaire, ils n'ont pas idée. Alors je vais essayer, parce que moi je sais ce qu'ils attendent, parce que je sais parfaitement comprendre les attentes des gens, et du coup je réponds parfaitement. Donc j'ai tout donné à voir notre unschooling, ce qui n'était juste vivre en fait, à comment est-ce que ça peut arriver à ce qu'eux ils veulent, en sachant que moi je m'en moque. Et puis donc, jusqu'à ce que ça aille, jusqu'au jour où ils m'ont embêté, et où ils ont voulu un second contrôle. Et puis en France, donc si ça va pas, second contrôle. Si second contrôle va pas, injonction de scolarisation. Voilà. Et là, je me suis dit non, là, ils touchent à ma liberté. J'avais choisi d'être cool et de leur expliquer. Maintenant, c'est terminé. J'ai moins peur. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est comme disait Bertrand tout à l'heure. Je vais me positionner différemment. Donc c'est encore un travail sur moi. C'est-à-dire que je ne vais plus leur donner ce qu'ils veulent, mais simplement être qui je suis, et c'est tout. Mélissa a parlé. Alors, effectivement, pour répondre à la personne là, moi je crois que si vous avez confiance en vous, si vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes en harmonie, vous êtes en équilibre avec vous-même, et ça va émaner de vous. Alors, ça ne veut pas dire que tout va être simple, évidemment, mais vous allez faire valoir vos droits parce que vous êtes vous, et c'est tout. Et après, par rapport aux amis, aux fréquentations, eh bien, si vous n'avez plus rien à dire à certaines personnes, il faut accepter qu'elles ont fait partie d'un moment de votre vie, mais que vous en rencontrez d'autres avec lesquelles vous êtes plus en phase. Si les personnes sont toxiques parce qu'elles ne comprennent pas votre mode de vie, et vous n'avez pas à leur imposer de toute façon, eh bien, chacun vit sa vie. Et quand on en est juste à se dire quel temps il fait beau, il pleut, il y a du soleil, c'est que peut-être au mieux tapoter son baromètre et puis aller voir d'autres personnes avec qui on a beaucoup à échanger. Alors après, une autre astuce peut être un petit peu la provocation. Moi, mes enfants sont grands puisque ma plus jeune va avoir 20 ans en fin d'année et mon aîné donc plus âgé. Et je les ai allaités longtemps, donc je fais juste ce parallèle parce que c'était un peu le regard un peu bizarroïde là sur maman qui allaitait longtemps, il y a plus de 20 ans. Et du coup, comme j'en avais un petit peu marre qu'on m'agresse avec l'allaitement, eh bien, je prenais le contre-pied. Et quand j'en voyais une qui s'approchait avec son biberon là et son air menaçant, je lui disais tu donnes le biberon, mais qu'est-ce que t'es courageuse, oh là là, mais moi je pourrais pas, oh non mais moi tu sais je suis feignante, moi je suis paresseuse, j'ai pas le temps, c'est trop compliqué le biberon pour moi, non moi le sein c'est tout simple, ça a la bonne température, il y a pas de grumeaux, je peux bouger partout, il y a toujours la quantité, enfin vous voyez, je déplaçais complètement son truc, et là du coup l'autre elle restait la bouche ouverte avec son biberon et puis basta. Donc vous pouvez faire un peu la même chose sur la non-SCO. Ça te dérange pas que ton gamin il soit pas beaucoup socialisé?
qui voient juste des enfants du quartier qui soient enfermés toute la journée. Bon, et puis voilà. Bon, c'est pas spécialement la bonne technique, mais parfois ça cloue un petit peu le bec quand on en a marre de se faire agresser. Et en même temps, plus la confiance grandit, moi je voulais faire ce parallèle avec l'allaitement, je dis plus la confiance grandit, moins on a de remarques. Au début, quand j'ai commencé à allaiter mes premiers enfants, « Mais tu l'allaites encore ?» Mais plus jamais personne ne s'est permis ça par la suite. Parce que j'avais aucun doute. Et je pense que je doutais encore au départ quand j'allaitais mes enfants. Et du coup, les gens sentent la brèche et boum, ils s'infiltrent. C'est qu'une question de positionnement et de confiance en soi. Et je crois que c'est que si on a confiance en soi qu'on peut avoir confiance en les autres. Et donc, a fortiori, en les enfants, nos enfants, les jeunes personnes, comme vous voudrez les appeler. Voilà, et juste pour compléter, si vos enfants sont tellement bien, vous tellement bien, enfin toute la famille tellement bien, eh ben personne ne va trouver quoi que ce soit à redire. Il n'y a pas besoin d'avoir de discussion, de prêche. Vous voyez, la non-sco, c'est pas une religion, c'est pas une secte, on n'a pas à convertir les gens, on n'est pas des missionnaires. Mais si tout le monde respire le bonheur et le bien-être, qu'est-ce que les autres peuvent avoir à redire à ça? À part se remettre en question et se demander comment faire pour arriver au même état. Je tiens à préciser un tout petit détail par mon expérience, le refus scolaire, donc la non-scolarisation, nécessite une stratégie très rationnelle. Ça ne vient pas du ventre, ce n'est pas un truc émotionnel. La résistance que nous proposons en Allemagne est une résistance tout à fait conçue, pensée, tout à fait. Et c'est nécessaire, il faut savoir faire pas à pas. On ne peut pas procéder de façon émotionnelle en disant « Oh, j'ai pas envie d'aller de ceci ». Ça, c'est fini, ça ne marche pas. Je vous le dis simplement, il faut être très convaincu et il faut savoir, il faut connaître les stratégies. Oui, mais ça, c'est peut-être propre à l'Allemagne du fait de la loi. C'est peut-être amplifié, je dirais, par votre cadre législatif. Je voulais juste dire une chose. Vous êtes Bertrand Stern, qui ne s'annonce pas, mais que je reconnais. Ce que je voulais dire, Bertrand, dans les familles qui arrivent tout juste dans le réseau et qui démarrent la non-sco, souvent, ils ont des questions sur comment ils vont apprendre à lire à leurs enfants, comment ils vont leur apprendre les maths, etc. Et moi, je leur réponds, mais c'est pas ça le plus important. Déjà, c'est comment vous allez vous défendre contre la loi et tout ce qu'on nous impose. C'est sur ça qu'il faut être blindé, en fait. Et le reste, faut laisser couler. C'est vrai que c'est concevoir rationnellement sa défense. Enfin, si on a à être méthodique dans un endroit et à être rationnel, c'est plutôt dans comment on va se protéger de ceux qui vont mettre en cause notre liberté, plutôt de comment on va faire en sorte pour que notre enfant apprenne à lire, à écrire, etc. Ça me paraît beaucoup plus essentiel. Ce que Cathy a montré hier dans son exposé au début, c'est la pyramide de la législation. Or, la législation scolaire est absolument anticonstitutionnelle. Elle enfreint directement aux droits de l'homme. Et c'est de cela dont il s'agit. La défense de nos filles et de nos fils, c'est ça. C'est défendre leurs droits légitimes contre un État qui, lui, essaye de forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Et c'est là le point de départ. Et ça, c'est très important. Oui, mais tout à fait. Bon, pour l'inspecteur, vous pouvez aussi toujours lui conseiller pour l'apprentissage de la lecture le livre d'Harriet, qui est parmi vous, je crois, et qui est très passionnant.